Frédéric Rouvillois, bonsoir. Bonsoir Charles. Vous avez réédité dans votre grande fresque de réédition, votre beau travail aux éditions de Flore, trois textes de Charles Maurras, Dictateur et roi, De l'autorité légitime, et enfin Comment je suis devenu royaliste, accompagné d'une préface de Stéphane Blanchonnet, lui aussi bien connu de nos auditeurs. Nous allons parler de l'intérêt de la réédition de ces textes, du regard critique que nous pouvons avoir, de leur place dans la pensée maurassienne et du fait dans la pensée maurassienne de la construction de la vie des idées à droite au XXe siècle et peut-être même un peu au-delà. Interroger la qualité de ces textes, en quoi est-ce qu'ils nous éclairent sur la pensée du Martégal. Mais d'abord, on va rappeler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette sphère de pensée, de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un bref rappel, Frédéric Rouvillois, de qui fut Charles Maurras? Euh, Mon cher Charles, vous me prenez au piège comme toujours. Oui, c'est un trait de cette Alors émission quand on vous reçoit, Frédéric. voilà. Donc Charles Maurras est un écrivain, poète, citoyen, comme il s'appelle lui-même, français, né en 1868, mort en 1952, et qui va euh, euh, comment dirais-je, réalisé de manière assez géniale et avec une vraie efficacité à l'époque, une sorte de, de, de relecture, de synthèse de la pensée contre-révolutionnaire qu'il va véritablement mettre en forme, euh, faute de la mettre tout à fait en acte, euh, en créant toute une série de groupes, mais notamment à partir du tout début du XXe siècle, notamment avec le texte dont on va parler, donc Dictateur et roi, il lance un mouvement qui s'appelle l'Action française, qui va bientôt être appuyé par un journal quotidien, 5 ans plus tard, et qui va être finalement à droite pendant au moins la première moitié du XXe siècle, et à mon sens, au fond, enfin, depuis sa naissance, qui va être, on va dire, la colonne vertébrale de la pensée de droite, une droite conservatrice au sens fort du terme, une droite qu'il appelle à l'époque néo-royaliste, notamment pour s'opposer aux vieux royalistes attachés à la tradition parlementaire et libérale. Voilà. Et il va construire donc son œuvre autour d'une approche au fond relativement simple et qui est justement synthétisée de façon assez prodigieuse dans le petit texte justement que l'on réédite et dont nous a fait l'honneur de parler, donc Dictateur et roi, l'idée que au fond, voilà, il faut un système dans lequel il y ait c'est dans ce texte qu'il utilise cette formule, cette opposition, l'autorité en haut, une autorité qui soit vraiment et forte, indépendante, afin de pouvoir assumer ses fonctions et réaliser le bien commun, et les libertés en bas. Autrement dit, voilà, l'opposé justement, malgré ce titre un petit peu ambigu sur lequel on reviendra, l'opposé d'une dictature ou d'un despotisme ou d'une tyrannie, mais justement une espèce de composition, un système dans lequel, au fond, l'autorité en haut se justifie en partie par la protection des libertés qui sont en bas. Deux questions liminaires Voilà. encore, et je note que vous n'êtes jamais aussi bon qu'à brûle pour point, Frédéric Rouvillois. La deuxième question, c'est pourquoi avez-vous réédité spécifiquement Dictateur et roi? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accès au texte de Maurras, autre part que dans un certain nombre euh, d'enseignes de bibliophilie, demeure encore un peu compliqué, quoi qu'il y ait évidemment eu des progrès, des rééditions chez Bouquin, etc., etc. Mais bon, on n'est pas encore dans l'accessibilité au texte qui est nécessaire vu l'importance dans la vie des idées de Charles Maurras. Pourquoi avoir spécifiquement voulu ressortir ces trois textes, et notamment celui qui est en point d'orgue, Dictateur et roi? Eh bien, tout simplement parce que Maurras lui-même hein, va
d'abord va le présenter et à sa suite son grand et si je puis dire magistral disciple Pierre Boutan, qui a été mon maître jadis, fait de même. Explique qu'au fond, voilà, c'est une sorte de synthèse très euh, rapide, très fulgurante finalement, de cette pensée, de cette philosophie maurassienne. Et Maurras explique à de nombreuses reprises que, au fond, c'est un tout petit texte, un texte très bref, qui est l'équivalent d'un long article finalement, mais très dense et qui, dit Maurras, et qui confirme Boutan, a finalement attiré un très grand nombre d'intelligences brillantes à la cause. Donc le texte en question enfin j'essaie d'en faire un petit peu l'archéologie ou la généalogie dans une petite introduction que j'y ai ajoutée. Sur laquelle nous allons Euh, longuement revenir, évidemment. voilà. Voilà, il explique qu'il l'écrit dans des circonstances très particulières en 1899. L'Action française n'existe pas encore, hein, mais euh, il y a la République a voulu essayer de faire un coup de filet contre ses ennemis, notamment nationalistes et royalistes, en inventant quasiment une sorte de coup d'État, de complot qui aurait été fomenté par Paul Déroulède, le célèbre poète soldat, euh, d'ailleurs totalement républicain. Donc Maurras explique qu'il écrit donc ce texte dans ce contexte très particulier, hein, où une vague d'arrestations énorme et des condamnations très lourdes, notamment prononcées par la Haute Cour de justice. Il est publié en 1903 dans une revue qui s'appelle la Revue de l'Action française, dite la Revue Grise, Mais c'est pas aux encore le éditions quotidien, hein, il faut Couverture. bien le comprendre. Voilà, c'est ça. Et finalement, il va être publié en annexe au grand livre de Maurras qui s'appelle L'Enquête sur la monarchie, qui paraît donc en initiale, enfin la première édition complète donc est de 1909. Et c'est voilà, ce qui est très amusant au fond, c'est qu'il y a cette espèce d'énorme pavé qui fait plus de 800 pages, qui s'appelle donc L'Enquête sur la monarchie, dans laquelle Maurras, avec une méthode très très novatrice finalement, assez sociologique, enquête sur ce que les uns et les autres, royalistes ou pas, disent de la monarchie, pour conclure finalement au fait que, selon lui, la monarchie, une monarchie très particulière, héréditaire, anti-parlementaire, décentralisée et traditionnelle, est nécessaire finalement, au bien de la nation. Voilà. C'est ça l'idée, hein, le pitch, dirions-nous. Ça sert à quoi la monarchie? Ça sert à ça. Et pour que ça serve vraiment à ça, il faut que la monarchie possède ces caractères que Maurras a essayé de mettre en valeur. Et donc, c'est une espèce de très très longue démonstration assez complexe, hein, et en annexe donc de ce pavé, si j'ose dire, il y a donc Dictateur et roi, petit texte qui a été entrepris et en fait rédigé avant l'enquête sur la monarchie, mais qui dit exactement la même chose, mais qui, au fond, suffit presque, on va dire, estime Maurras, à convertir les gens que cela pourrait intéresser. Et de fait, euh, c'est ce que enfin, je ricane un peu là-dessus dans mon introduction, mais je ricane en disant que, de même que la plupart des marxistes n'ont rien lu de Marx, à part éventuellement le manifeste du Parti communiste, mais ils n'ont pas lu les grands textes trop compliqués, etc. De même, beaucoup de Maurassiens, il faut bien le dire, n'ont pas lu grand-chose de Maurras, sauf éventuellement, il y a deux livres qu'Apri, ou deux textes qu'Apri ils connaissent, c'est Mes idées politiques, qui est une sorte voilà, d'anthologie de l'œuvre de Maurras qui a été publiée aux éditions Fayard en 1937,
première fois, qui est donc très, effectivement, très, très basique, très facile à lire, etc. Et l'autre texte qu'il cite généralement, c'est Dictateur et roi, parce que là encore, c'est très bref, c'est très dense, mais c'est très bref, et grosso modo, tout est dedans, ou du moins l'essentiel est dedans. Cette Et voilà essence. pourquoi il était utile, intéressant, dans le cadre justement du travail que nous faisons aux éditions de Flore, c'est-à-dire en fait, voilà, à la fois rééditer des textes anciens et éditer des textes nouveaux, de rééditer ce texte et de le rééditer avec en le regardant d'un peu près, hein, dans le regardant un petit peu aussi comme un objet scientifique, pas seulement comme un outil de propagande, un objet scientifique. Et c'est voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, de ce point de vue-là, si vous voulez, mon très cher ami Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, et voilà, l'un des grands pontes actuellement de l'histoire contemporaine en France, euh, a ouvert de ce point de vue-là une voie qui est très intéressante, c'est-à-dire en fait, voilà, essayer d'avoir un vrai regard, enfin aussi un vrai regard scientifique sur l'œuvre maurassienne et sur l'ensemble de ce courant royaliste. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Donc, pour ceux qui veulent se contenter du texte de Maurras, ils ont, en un sens, ils ont raison, ils peuvent le faire. S'ils veulent lire des choses en plus, il y a la préface de mon ami Stéphane Manchonnet et il y a la petite note introductive que j'ai commise, un peu développée, pour essayer de, voilà, de décrypter un peu ce texte et les mystères qui l'entourent. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer en parlant de cette réédition aux éditions de Flore de Dictateur et roi, et puis on parlera un petit peu des deux autres textes également. Frédéric Rouvillois, d'abord la question de la caducité ou non de ce texte, on l'a dit, il faut pour cela revenir au moment où il est publié. Il est écrit en 1899, plus exactement après le 13 août 1999. Paul Déroulède est accusé par la République qui se défend bien d'avoir fomenté un coup d'État parce qu'il essaye de prendre les rênes du cheval d'un général lors des obsèques d'un président du Conseil dont le nom Non, non, m'échappe. des obsèques c'est les obsèques de Félix Faure, De Félix Faure, pardon, le président de la République, vous savez, République. le fameux président de la République qui avait eu un problème avec sa bonne amie dans le palais de l'Élysée. Comme quoi il vivait dangereusement. Absolument. Ce vrai faux complot est l'occasion d'une opération judiciaire inique. Je crois que la moitié des prévenus ne sont même pas condamnés tellement le dossier est vide. En revanche, il y a deux personnes qui sont condamnées à l'exil pour 5 ans. André Buffet, monarchiste, et le comte de Lursalus, monarchiste, qui seront les premiers récipiendaires, je crois, des lettres qui vont permettre à terme de publier l'enquête sur la monarchie. Si bien que il y a la question de l'opportunité ou non pour Maurras de reproduire ou réutiliser ce texte, puisqu'on pourrait penser que finalement l'enquête, qui est un des grands ouvrages de Charles Maurras, couvre cette nécessité de démonstration rationnelle et d'enquête intellectuelle sur les bienfaits du néo-royalisme. Est-ce que c'est bien résumé sur la question qui se pose à Maurras et à l'Action française concernant la valeur de Dictateur et roi? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, en fait, ce qui est très curieux, c'est que ce que j'essaie de mettre en avant, effectivement, c'est que c'est un texte qui est extraordinairement connu dans, moins dans le milieu royaliste, maurassien, national, etc. Mais qui, à l'époque, n'a jamais été publié, en fait, ou du moins jamais été publié, sauf sous la forme d'une annexe à un autre ouvrage. Et c'est ce qui rend la chose un petit peu curieuse, effectivement. On se demande, mais pourquoi est-ce que... alors, d'autant plus que Maurras, effectivement, euh, avait l'habitude de publier certains de ses textes sous forme de plaquettes. Hein, il y en a de très nombreux, des plaquettes de propagande, finalement, qui fleurissaient dans tous les sens. Et s'ajoutant à cela, le fait que Maurras, fine mouche, avait besoin d'argent, évidemment, pour vivre, et que c'est la grande époque de la bibliophilie en France, c'est-à-dire que
Euh, il y a une espèce de mode de la bibliophilie. Il y a les gens qui ont un petit peu d'argent, ou même les investisseurs d'ailleurs, vont acheter des éditions originales rares, éventuellement publiées sur ou des éditions rares publiées sur des grands papiers, avec parfois des illustrations. Enfin voilà. Et c'est un moyen de subsistance pour pas mal d'écrivains en fait, hein. Alors, Maurras c'est un bon exemple, mais il y a des exemples encore plus fameux, notamment Paul Valéry. Paul Valéry vivait quand même assez chichement et l'un des moyens finalement de mettre un peu de beurre dans les épinards, si je puis dire, même si la métaphore est un petit peu osée pour l'auteur du Cimetière marin, eh bien c'était de publier comme ça des petits morceaux de ses œuvres destinés à quelques rares bibliophiles qui étaient prêts à mettre pas mal d'argent pour avoir ça. Bon, donc voilà, c'est ce qui rend la chose encore plus bizarre. Mais pourquoi est-ce que Maurras n'a pas, au fond, comme il a fait pour tant de ses textes, publié Dictateur et Roi sous une forme de livre et pas simplement en annexe? Voilà, et c'est ce que j'essaie de... La question que je me pose, enfin l'une des questions que j'essaie de poser et auxquelles j'essaie de répondre. Voilà. Première hypothèse, c'est celle qui est donnée dans votre ouvrage par la remobilisation d'une note très intéressante issue d'un témoignage de Louis Dimier. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, d'abord en nous rappelant qui est Louis Dimier en quelques phrases, et puis pourquoi est-ce qu'il était important dans votre appareil de notes de reciter son anecdote. Voilà, Louis Dimier, c'est l'un des premiers membres importants de l'Action française. Par ailleurs, c'est un très grand historien d'art, hein. Il est célèbre essentiellement pour ça, hein. C'est un des grands spécialistes notamment de l'art français du 14e, du 15e siècle. Euh, et il va donc être l'un des compagnons de route de l'Action française au début. Alors, ça va finir un petit peu par une petite brouille à la fin. Mais voilà, et il explique dans un de ses ouvrages de souvenirs que voilà, il y a eu un problème, notamment sur le titre. Un problème sur le titre, euh, dans la mesure où en 1899, lorsque Maurras écrit donc cet ouvrage, euh, la question c'est un petit peu comment est-ce qu'on peut réagir de manière très vigoureuse contre cette République qui nous embastille, qui nous emprisonne. Et Maurras, dans ce contexte-là, a l'idée justement de mettre en avant la figure du dictateur. Alors, précisons, Maurras donc est baigné de culture antique, hein, grecque et romaine, hein. C'est vraiment voilà, c'est lui qui explique que Rome est finalement Athènes et Rome ont été le berceau de toute notre civilisation et l'un des fondements de sa pensée. Euh, et donc, lorsqu'il pense dictateur, il pense au dictateur romain, c'est-à-dire non pas un despote qui peut tout se permettre, comme à la rigueur ceux qu'on appelle faussement les dictateurs au XXe siècle, mais comme quelqu'un à qui on va confier la totalité du pouvoir, afin que, dans une période de crise ou de guerre ou de menace très, très forte pour l'État, il puisse le plus vite possible bien, remettre les choses dans l'ordre, redresser les choses, et ensuite, une fois que le travail sera fait, une fois que les fondements du bien commun seront rétablis, repartir et revenir à ses moutons, si j'ose dire. L'exemple romain classique, hein, c'est Cincinnatus, qui est un général qui ensuite avait quitté l'armée et qui est rappelé à un moment donné pour vaincre un ennemi de Rome. Comme il est très doué, en 15 jours, c'est fait.
Et au bout de 15 jours, comme l'ordre a été rétabli, il n'est pas question évidemment qu'il reste au pouvoir, qu'il conserve entre ses mains la totalité du pouvoir, ce qui lui a permis de redresser la barque. Il retourne chez lui et il finit de labourer les champs qu'il avait commencé de labourer lorsque on l'avait appelé à la dictature. Bon, voilà. Donc pour Maurras, le dictateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui va se saisir de la totalité des pouvoirs afin de rétablir la situation qui se trouve très lourdement et gravement menacée, au service donc du bien commun. Donc un peu l'antithèse justement du despote ou du tyran décrit par Aristote ou par voilà. Et donc Maurras se dit en 1899, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. Et finalement, le bon dictateur, ce serait justement le roi. C'est celui qui serait finalement le dictateur le plus sûr, puisque au fond, il n'a rien à gagner à conserver, par exemple, ce pouvoir, puisqu'il le possède déjà en tant que roi. Euh, voilà, c'est la raison pour laquelle il choisit ce titre sur lequel on reviendra peut-être, mais qui effectivement s'explique très clairement par le contexte de l'époque. Du reste, dans le texte initial, qu'il écrit en 99 et qui va être publié pour la première fois en 1903, il y a tout un long développement sur ce que ce dictateur pourrait faire ou pourra faire. En 1903, lorsqu'ils vont publier le texte, les personnalités royalistes dont vous parlez, donc André Buffet et le comte de Lursalus, propriétaire entre parenthèses du vignoble de Château-Yquem, sont encore en exil à Bruxelles. Donc c'est encore frais. Et donc il y a un long développement dans cette première version du texte sur ce que ce roi dictateur pourra faire, c'est-à-dire notamment supprimer les deux chambres du Parlement, arrêter, faire juger et sanctionner lourdement tous ceux qui ont finalement pris part à cette trahison et à ce scandale, effectivement, du pseudo-complot de Déroulède, etc. Bref, voilà. Un peu l'idée d'une vengeance, hein, en un sens aussi. Euh, voilà, c'est ce que Maurras donc développe dans ce texte. Et Dimier raconte que Maurras donc souhaitait donc publier le texte en question. Je crois que c'est dans la Gazette de France, qui est un quotidien royaliste de l'époque, mais que le patron de cette Gazette de France étant ce que Maurras appelle un vieux royaliste finalement, était totalement allergique à cette idée même de dictature, considérant que que la dictature, c'est en fait le contraire de la monarchie. Et donc avait refusé tout bonnement, enfin voilà, elle avait freiné des cas de fer, et finalement, donc c'est la raison pour laquelle le texte n'avait pas été publié sous cette forme dans ce quotidien très important à l'époque, et que Maurras avait dû finalement attendre la mise en place de cette revue de l'Action française, dite revue grise, pour pouvoir enfin publier ce texte. Alors voilà, avec 4 ans de retard par rapport à la rédaction, mais voilà, il juge ce texte en 1903 encore suffisamment important pour le publier. Et d'autre part, les problèmes qui sont posés sont encore tels qu'il décide de le publier tel quel. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas en 1909. Est-ce que vous pouvez nous Voilà. expliquer pourquoi? Alors, c'est pas le cas en 1909 parce que effectivement, donc c'est lorsqu'il publie ce texte en annexe euh, on annexe donc à l'enquête sur la monarchie, eh bien, voilà, les circonstances ont totalement changé. D'ailleurs, il aurait pu le publier, pourquoi pas, dans l'Action française, devenue quotidienne, hein. Euh, mais les circonstances ont changé. Les entre guillemets nationalistes ou encore les antisémites avec lesquels il souhaitait opérer un rapprochement en 1899
ont été balayés par les élections successives, notamment les élections législatives de 1902, euh, qui sont une véritable catastrophe hein, pour la droite, même si elles permettent à une sorte de parti, on va dire, intermédiaire, qui est l'Action libérale populaire de Jacques Piou, de, 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 d'avoir un grand nombre d'élus et de devenir un groupe important. Mais voilà, c'est un groupe qui est quand même très en retrait sur un plan politique par rapport à la situation initiale. Voilà. Donc, si vous voulez, les raisons pour lesquelles en 1999 il écrit ce texte, les raisons pour lesquelles en 1903 il le publie tel quel, ont disparu. Hein, les raisons ont disparu. Certaines les raisons conjoncturelles, ou du moins se sont modifiées de telle sorte que il va publier ce texte de manière très différente, c'est-à-dire notamment alors, il conserve le titre parce qu'il trouve que c'est pas mal, je pense, hein, même si ça peut être discuté. Il conserve le titre, dictateur et roi, sauf que le dictateur, le chapitre, en fait, relativement important est développé sur le dictateur qui figurait dans le texte initial, a totalement disparu. Et au fond, on se contente d'un paragraphe pour expliquer que bah, le roi, au fond, il est souverain, il a tous les pouvoirs et qu'il pourrait, au fond, avoir la même efficacité, la même vigueur qu'un dictateur républicain élu ou désigné par plébiscite, comme par exemple avait failli l'être quelques années plus tôt, le général Boulanger. Nous Donc allons voilà. Et donc voilà, le résultat, c'est que voilà, en 1909, toute cette dimension-là, la dimension dictatoriale, ne lui paraît plus pertinente, au fond. Je veux dire, dès lors qu'il y a un roi, il n'y a pas besoin de dictateur. C'est ça, au fond, c'est ça l'avantage, et c'est ce que développera notamment, c'est ce qu'expliquera assez longuement Pierre Boutan, justement, dans sa célèbre biographie de Maurras. Dès lors qu'il y a un roi, il n'y a pas besoin de dictateur, et même il y a une sorte de, il y a un côté un petit peu oxymorique dans cette c'est une espèce d'opposition logique dans le fait de mettre un terme avec l'autre, que bon, Maurras va conserver sur le titre, mais va évacuer dans le texte lui-même, de même que, ça c'est un autre point très important, il va évacuer ou quasiment évacuer l'essentiel des éléments antisémites ou antisémitiques, comme on disait à l'époque, qui figuraient dans le texte initial, parce que, au fond, ces éléments y avaient été introduits pour des raisons, on va dire, là encore, pour essayer de séduire le public antisémite encore très, très considérable à l'époque, en 1999 ou en 1903, mais que voilà, c'est plus la peine parce que c'est plus un public véritablement, enfin voilà, c'est l'antisémitisme n'a plus le vent en poupe et donc Maurras se dit que c'est plus la peine d'en rajouter, d'exagérer un antisémitisme qui chez lui n'est pas inexistant. Hein, je vais pas, on va pas dire que Maurras est un, voilà, c'est pas Goldnadel. Euh, euh, mais c'est quelque chose, et j'essaie de le démontrer dans ce texte, c'est quelque chose qui est certes présent, mais qui n'a qu'une importance tout à fait secondaire, subsidiaire. Voilà, c'est absolument pas évidemment l'élément central de la pensée maurassienne. Voilà, c'est quelque chose dont Maurras peut se débarrasser sans aucune difficulté en 1909, parce qu'il n'y a plus de raison effectivement d'exagérer ce à quoi il ne croyait pas véritablement. Nous allons poursuivre l'étude de cette réédition du du texte de Charles Maurras, Dictateur et roi, aux éditions de Flore avec Frédéric Rouvillois après la première pause musicale qui nous est proposée par Claudia.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Nous avons essayé de faire un peu de langage des signes avec Frédéric Rouvillois pendant la musique, mais malheureusement, je ne suis pas très savant dans ces matières. Nous continuons avec lui cette belle émission sur la réédition aux éditions de Flore du texte Dictateur et roi de Charles Maurras, avec une préface de Stéphane Blanchonnet. Nous situons deux questions qui sont importantes, auxquelles on ne peut pas échapper sur la réédition de ce texte. Frédéric Rouillois, d'abord sur la question du retrait entre le texte de 1903 et le texte de 1909 des passages antisémites, puisqu'il nous amène à réfléchir sur la place de l'antisémitisme dans la pensée maurassienne. Et en tout cas, cette suppression, qui est une suppression d'opportunité, il juge que cela correspond à un intérêt partisan à un moment, quoi qu'on pense évidemment de l'aspect immoral de la mobilisation de cet argument, ça amène à relativiser le mot l'antisémite dans la quintessence de la pensée de Maurras. Oui, oui, c'est tout à fait évident. Je veux dire, Maurras considère ce texte-là comme une sorte de synthèse de sa doctrine politique, de sa propre pensée. Euh, Si effectivement, lorsqu'il va publier sous forme de volume, en plus d'un volume aussi important que en annexe de l'enquête sur la monarchie, qui est son premier très grand texte finalement, hein. Il a déjà publié plusieurs ouvrages auparavant, mais rien de cette ampleur, hein. Et de fait, voilà, si enfin, je veux dire, la célébrité internationale de Maurras est liée fondamentalement à ce texte-là, plus qu'à d'autres. Du reste, c'est le texte qui a été, à ma connaissance, le plus traduit de Maurras à l'étranger. Donc voilà, si Maurras choisit dans la première édition de son texte cardinal, L'enquête sur la monarchie, euh, de publier donc, en annexe Dictateur et roi, mais d'en enlever certains éléments, c'est parce qu'il pense que les éléments en question ne sont pas les éléments qui doivent subsister dans ce qui est le dogme en quelque sorte, l'orthodoxie de sa propre pensée. Euh, Autrement dit, parce qu'il pense que, d'une part, effectivement, la question de la dictature est une question qui est secondaire, puisque le roi peut se saisir de tous les pouvoirs, et s'il élimine quasiment totalement ce qui avait rapport à l'antisémitisme, c'est parce que l'antisémitisme qu'il professe euh, est un antisémitisme au fond, je répète, hein, secondaire, subsidiaire, même si le terme peut évidemment faire un petit peu frémir, mais relativement modéré, hein. C'est c'est ce qu'il appelle, ce qu'on appellera l'antisémitisme d'État par rapport à l'antisémitisme de peau. C'est-à-dire l'idée que il n'est pas contre les juifs en tant que juif, mais parce que, notamment, il juge que les juifs ont tendance à être essentiellement ou généralement républicains, à lui, qu'ils profitent éventuellement du capitalisme dérégulé qui s'est développé à la suite de liée à la Révolution française. Et parce que au fond, ils ont un caractère, une sorte de caractère binational, si on peut dire, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, étant juifs, ils ne peuvent pas être à 100% français. Mais voilà, c'est relativement limité comme accusation, et ça entraîne, le cas échéant, des mesures qui, elles aussi, ne sont pas. Enfin voilà, il n'est pas question, effectivement, de les exterminer, ni de les mettre en prison, ni de les chasser, hein. C'est voilà, simplement de leur conférer un statut qui est finalement un statut pour l'essentiel, un statut d'étranger. Évidemment, tout ça a l'air très dépassé et peut inquiéter nos contemporains à bon droit, mais c'est important de bien le comprendre pour remettre en Oui, mais son c'est ça, mais contexte. voilà, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, effectivement, pour Maurras, c'est un élément qui est un élément
qui existe, hein, mais qui est malgré tout secondaire. C'est pas du tout l'élément fondamental de sa pensée. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les héritiers de Maurras et du néo-royalisme du XXIe siècle peuvent parfaitement, effectivement, réaliser un devoir d'inventaire là-dessus et être parfaitement royaliste et maurassien, et se sentir parfaitement royaliste et maurassien sans être antisémite le moins du monde. Euh, D'autant plus que, effectivement, les choses ont radicalement changé depuis, mais pas seulement, enfin voilà, sur un très long plan. J'ai parlé à plusieurs reprises déjà de Pierre Boutan, l'un des, donc le disciple préféré, si je veux dire, de Maurras, en tout cas incontestablement le plus brillant des disciples de Charles Maurras. Euh, Pierre Boutan, eh bien, très rapidement, enfin, dès après la guerre, hein, a noué un dialogue, et même avant la guerre, je pense, a noué un dialogue avec un intellectuel éminent d'origine juive qui était Daniel Halévy, avec lequel Maurras lui-même d'ailleurs avait été en contact. Euh, à la suite de ça, Boutan effectivement va avoir des contacts très 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 développés avec les grands intellectuels juifs de son époque, Emmanuel Lévinas. À la chaire duquel il va succéder à la Sorbonne, Georges Steiner, très célèbre philosophe et comparatiste euh, Steiner, donc avec lequel il va faire plusieurs émissions de télévision qui sont restées Et extrêmement, qu'on retrouve extrêmement avec célèbres. délice encore aujourd'hui sur les. Oui, bien sûr, parce que c'est effectivement le dialogue, notamment sur Antigone ou sur Abraham, par exemple, des choses absolument merveilleuses et qui nous montrent bien comment, effectivement, on peut être royaliste et maurassien, et Dieu sait si Boutan l'était, et non seulement avoir une très profonde connaissance de la pensée juive, mais être voilà, avoir voilà, c'est nos ancêtres, nos anciens, c'est l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que Boutan, effectivement, va le lire. Après Boutan, l'un des disciples de Boutan, vous voyez, c'est un peu les petits-enfants de Maurras, si j'ose dire, c'est Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, qui, lui, va être notamment très proche, comme vous savez, de Jean-Marie Lustiger, donc euh, L'ancien cardinal de Paris. l'ancien archevêque et cardinal, donc archevêque de Paris et cardinal, qui était un juif converti, mais voilà, qui conservait effectivement un très fort attachement finalement à ses origines juives. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que l'école maurassienne, essentiellement donc après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle est entrée en dialogue, dans un dialogue tout à fait sincère, fécond et enrichissant de part et d'autre, hein, avec les grands penseurs juifs. Et en fait, lorsqu'on voit de nos jours ce qui se passe et que, au fond, les principaux défenseurs de certains des principes essentiels défendus par les Maurassiens sont des juifs, hein, que ce soit Elisabeth Lévy, Finkielkraut ou autres. Euh, Si vous voulez, voilà, les choses ont changé de façon absolument radicale. Euh, c'est d'ailleurs ce que je vais réaffirmer et réexpliquer dans une autre réédition pour laquelle j'espère, mon cher Charles, vous m'inviterez Vous êtes invité sur, constant ici sur à votre chacun de vos antenne. livres, Frédéric. Voilà, qui s'appelle le Manuel du royaliste. Le Manuel du royaliste, qui a été publié, pardon, là encore en 1903, hein, comme la première édition en revue de Dictateur et Roi. Le Manuel du royaliste, donc écrit par un journaliste et militant royaliste qui s'appelait Firmin Baconnier, qui a été ensuite un des grands euh, défenseurs, notamment du syndicalisme et du corporatisme.
Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce texte, donc le manuel du royaliste, qui est une sorte de catéchisme royaliste, hein, en quelque sorte, on dit, ça commence par pourquoi est-ce que la monarchie est préférable à la République, et on répond, ensuite une deuxième question, une deuxième réponse. Voilà. Dans ce manuel qui se veut là encore une espèce de résumé, de synthèse de la pensée royaliste, eh bien, ce qui est très frappant, c'est l'extrême rareté des références aux problèmes juifs. Alors même que en 1903, on est encore, voilà, Oui, on est encore dans le vague d'après l'affaire l'affaire Dreyfus, c'est pas Dreyfus. loin, si je veux dire, hein, c'est ça, on est encore en plein dedans. Eh bien, voilà, cette question apparaît très peu, un peu comme elle apparaîtra dans l'édition, l'édition définitive de la dictature roi en 1909. Elle apparaît très peu, ni dans le texte de Firmin Baconnier, ni dans la préface que lui donne Maurras. Donc là encore, si vous voulez, on a, à mon sens, un indice supplémentaire du fait que voilà, l'idée que nos ennemis actuels essaient de mettre en avant, sur laquelle, au fond, le maurassisme serait de A jusqu'à Z un antisémitisme, cette accusation est très clairement démentie, si je veux dire, sur pièce. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer reçoit Frédéric Rouvillois qui a participé à la réédition aux éditions de Flore de 3 textes de Maurras, dont celui de Dictateur et Roi. Revenons sur plusieurs autres points de ce texte, Frédéric Rouvillois. Un, un des objectifs que Maurras se donne à ce moment-là, c'est, je cite, donner à la monarchie des couleurs vivantes. Et c'est important puisque l'émergence de ce néo-royalisme, c'est aussi, le terme de rupture n'est peut-être pas exact, mais en tout cas une rénovation du royalisme. En quoi est-ce que ces couleurs, un, devaient être vivantes, deux, comment Maurras entreprend-il de les vivifier? Écoutez, ça, là-dessus, on pourrait s'amuser à faire beaucoup de débats, voire des colloques ou autres. Il y a aussi un côté générationnel, si vous voulez, hein. Euh, C'est-à-dire que Maurras, lorsqu'il écrit ce texte, donc en 1899, il est né euh, en 1868, donc vous faites le compte, hein, c'est un jeune, un tout jeune et sémillant trentenaire. Alors il a beau être sourd, il a une vie mondaine, amoureuse, militante, extrêmement dense. Et je pense que il y a d'autre part la chance d'avoir un prince, hein, un prétendant, qui est le duc de Bordeaux, qui est lui aussi encore tout à fait jeune et fringant. Euh, et donc c'est une espèce de rupture générationnelle, si vous voulez, une rupture générationnelle et idéologique, avec au fond les vieux royalistes, si j'ose dire, un petit peu d'ailleurs comme le rédacteur en chef de la Gazette de France que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui était accusé d'être un royaliste à la sauce de 1850. Voilà, ces royalistes, au fond, ces vieux royalistes qui euh, ont été éventuellement liés encore à la fin du règne de Louis-Philippe dans la marché de juillet, donc qui se termine en février 1848. Euh, et qui en ont gardé notamment un très grand attachement à une approche au fond assez libérale et assez euh, euh, très parlementaire, hein, de la monarchie. Vous savez que hein, le mot d'ordre de Louis-Philippe, même s'il ne le respectera pas tout à fait, lorsqu'il prend le pouvoir en 1830, c'est un roi qui règne mais ne gouverne pas. Un roi qui règne mais ne gouverne pas. Autrement dit, qui gouverne dans cette monarchie, ou qui aurait dû gouverner dans cette monarchie de juillet, donc entre 1830 et 1848, eh ben, c'est au fond le Premier ministre responsable devant le Parlement, c'est-à-dire devant la Chambre des Pairs et la Chambre des députés. Autrement dit, devant, au moins pour ce qui est de la Chambre des députés, une assemblée élue démocratiquement
élu. Euh, Bref, quelque chose qui ressemble presque trait pour trait, si je puis dire, à ce que la monarchie anglaise est en train de est devenue, ou en tout cas est en train de devenir, depuis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, hein, avec la monarchie notamment de la reine Victoria. Voilà. Au fond, si vous voulez, il y a effectivement une espèce de rupture entre ces royalistes-là, au fond, se satisferaient parfaitement d'un régime parlementaire, dès lors qu'il y a un roi au-dessus, et Maurras, et qui se satisferait tellement d'un régime parlementaire que, comme je l'explique à mes étudiants en cours de droit constitutionnel, euh, euh, la constitution de la Troisième République, donc ce qu'on appelle les lois constitutionnelles de 1875, hein, c'est un anniversaire là, qu'on fête actuellement, ces lois constitutionnelles de 1875, elles ont été en fait adoptées par l'Assemblée constituante par une majorité royaliste. Autrement dit, ce sont les royalistes majoritaires qui ont choisi de mettre en place cette Troisième République en imaginant, ils se sont trompés malheureusement, mais voilà, en imaginant que les dissensions entre les orléanistes et les légitimistes, donc les partisans du comte de Chambord et les partisans du comte de Paris, euh, que ces dissensions disparaîtraient rapidement, que les royalistes pourraient créer, si je puis dire, une sorte de majorité cohérente, et à ce moment-là, eh bien, modifier un point de la Constitution, qui est celui qui prévoit un président de la République, en remplaçant ce président de la République par un roi, héréditaire, mais en conservant le reste. Parce que le reste, au fond, ça ressemble énormément à ce qu'étaient les principes constitutionnels de la charte de 1830, c'est-à-dire de la constitution de de la monarchie de Juillet. Voilà, au fond, il ne faut pas oublier ça, hein. Le régime contre lequel se bat Maurras, c'est un régime qui a été fait par des royalistes, mais pas des royalistes parlementaires. euh, qui au fond se disait que bah, au fond c'est tout à fait satisfaisant avoir un roi au sommet qui incarne la continuité, etc., etc., et avoir et la modération aussi, la pondération qui garantit les libertés, et avoir à la base gouvernant véritablement un parlement élu et un conseil des ministres dirigé par un président du conseil qui a au fond l'essentiel du pouvoir. Voilà, ça c'est ce à quoi les vieux royalistes de la fin du 19e siècle, voilà, c'est à ça ils se contentent parfaitement de la chose, ce qui explique d'ailleurs, entre parenthèses, à mon sens, pourquoi ce qu'on appelle le ralliement, hein, le ralliement, autrement dit, euh, le mot d'ordre du pape Léon XIII, euh, le mot d'ordre de Léon XIII, donc, qui va demander finalement aux royalistes d'arrêter de refuser de participer au pouvoir politique en France, et donc qui va leur demander de se rallier à la République pour pouvoir participer en tant que catholique plus efficacement au pouvoir. Ce ralliement, au fond, il est possible dès lors que on conçoit, enfin, on considère que entre la République telle qu'elle existe et la monarchie telle qu'on la souhaite, la seule différence, c'est que voilà, dans un cas, il y a un président de la République, dans l'autre cas, il y a un roi. Euh, Maurras ne voit pas du tout les choses comme ça, évidemment. Maurras, ce qu'il conteste, ce qu'il combat, c'est le système, au fond, de la Troisième République, c'est-à-dire un système dans lequel l'élément central du pouvoir, ça n'est plus le roi, ça n'est même plus d'ailleurs le président du Conseil, mais c'est le Parlement. C'est la raison pour laquelle Maurras donc, insiste sur le fait que
voilà, l'un des éléments de la monarchie de l'avenir qu'il souhaite, c'est une monarchie anti-parlementaire, c'est-à-dire une monarchie qui n'est pas, et qui n'est plus justement celle de 1830, c'est plus la monarchie de Juillet, c'est un système dans lequel on a effectivement un chef de l'État, et avec en dessous de ce chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement, et enfin le Parlement qui existe, mais qui n'a au fond qu'un rôle limité pour l'essentiel, de vote des lois. Euh, Bref, voilà. Par ailleurs, Frédéric Rouviat, pour continuer sur la thématique, Maurras a une parole très intéressante également sur le statut de ce texte. Je vous fais lecture donc d'un passage de Dictateur et Roi. Ce que nos ancêtres ont fait par coutume et par sentiment, le poursuivre nous-mêmes avec l'assurance et la netteté scientifique par raison et par volonté. Là, c'est évidemment important pour comprendre la démarche de Dictateur et Roi et plus généralement toute la démarche maurassienne. Oui, tout à fait. Alors justement, je me permets de Pardon, passer je du vous avais dictateur au roi. interrompu, Frédéric, je vous avais interrompu. Non, mais je me permets de passer de dictateur et roi justement à ce nouveau texte pour lequel vous allez bientôt m'inviter, donc qui est le manuel du royaliste. Dans la préface que Maurras donne à ce texte, il y a une remarque qui est extrêmement intéressante. Il explique qu'au fond, Firmin Baconnier, donc, et lui-même par ailleurs en tant que chef des néo-royalistes et auteur de la future enquête sur la monarchie, euh, se situe dans la continuité, dit-il, de Bossuet, donc au XVIIe siècle, de Bonald au début du XIXe siècle, et, dit Maurras, surtout d'Auguste Comte. Auguste Comte, autrement dit, le grand philosophe du positivisme, hein, le philosophe qui a écrit par ailleurs un ouvrage qui s'appelle L'appel aux conservateurs, hein, donc c'est pas tout à fait absurde, mais qui, a priori, n'est pas spécialement royaliste et qui est surtout donc positiviste, c'est-à-dire voilà, qui considère que désormais il faut s'en tenir à une démarche qui soit strictement et rigoureusement scientifique. Hein. Et l'approche maurassienne, c'est ça. C'est en fait certains le reprocheront d'ailleurs, c'est une vision de la monarchie qui n'est pas fondée comme autrefois sur l'usage, la coutume, la tradition ou le sentiment, ou même l'esthétique, mais sur une démonstration rationnelle. Hein, c'est Maurras explique que notamment, voilà, il développe l'idée selon laquelle la monarchie se prouve comme un théorème. La monarchie se prouve comme un théorème, autrement dit, voilà, on peut par A plus B démontrer que si on veut que la France soit gouvernée aussi bien qu'elle doit l'être, eh bien, il faut un système politique de ce type-là, c'est-à-dire, au fond, il faut une monarchie. Euh, voilà, on n'est plus attaché à la monarchie parce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents l'étaient. On n'est plus attaché à la monarchie parce que on aime bien la cour carrée du Louvre. On n'est pas attaché à la monarchie parce que on trouve ça plus sympa d'avoir Henri IV plutôt que euh, le président Doumergue. Euh, on est attaché à la monarchie parce que si l'objectif c'est d'assurer le bien du pays, tout en maintenant les libertés et notamment en assurant la décentralisation, eh bien, la seule solution, explique Maurras, c'est la monarchie. Vous voyez, en fait, c'est une approche qui est méthodologiquement radicalement nouvelle par rapport à l'approche des vieux royalistes qui étaient effectivement, je veux dire, la génération d'avant, hein, qui sont parfois jeunes d'ailleurs, mais ce sont pour l'essentiel effectivement des gens issus de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie et de la paysannerie. Hein, là, grosso modo, c'est ça. C'est les paysans du sud ou de l'ouest de la France, l'aristocratie à l'époque à peu près dans son ensemble, et une partie assez importante de la haute bourgeoisie, notamment magistrats, avocats, médecins, etc. Mais
au fond, qui le sont essentiellement, on va dire, par tradition. Euh, voilà, ce que nous dit Maurras, effectivement, à la fin de ce texte, c'est que ce à quoi ils aboutissent, eh bien, on peut y aboutir par leur racine familiale, finalement, on peut y aboutir par une construction rationnelle et quasiment mathématique. Nous allons continuer cette discussion autour de la réédition de Dictateur et Roi par Frédéric Rouvillois de Charles Maurras par Frédéric Rouvillois aux éditions de Flore, après notre ultime pause musicale. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats, dirigé ce soir par Charles Demeyer, qui a le plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Rouvillois, qui, dans la superbe collection des éditions de Flore, travaille à la réédition d'un certain nombre de textes, dont ceux de Charles Maurras. Il est notamment là ce soir pour 3 textes, Dictateur et Roi, de l'autorité légitime et comment je suis devenu royaliste, parus dans ce beau projet. Quelques citations qui me paraissent importantes. Frédéric, vous semblez me dire que vous vouliez revenir sur quelque chose. Décidément, à chaque fois que je vous interromps, vous êtes brimé. Alors, je voudrais revenir sur 2 choses. Tout d'abord, merci de dire du bien de ces petits ouvrages, effectivement, qui sont. On nous fait beaucoup de compliments sur leur élégance, etc. Je veux juste rappeler également aux lecteurs de Radio Courtoisie que les ouvrages en question sont au prix modique de 10 euros. Hein, c'est le prix global, 10 euros. Donc à commander à la librairie de Flore. La deuxième chose, c'est que je vous remercie pour ces ces intermèdes musicaux qui sont absolument merveilleux, sublimes, etc. Et je regrette juste que vous ne signaliez pas aux éditeurs de Radio Courtoisie ce que c'est que les intermèdes en question. Alors, Claudia va le faire tout de suite. Parce que systématiquement, il faut que les auditeurs le sachent, Claudia se désespère, elle me fait passer des papiers, elle me montre des messages, elle m'envoie des... Elle mobilise l'intégralité de ses moyens pour être sûre que je puisse transmettre tout ça, et c'est à chaque fois ma grande faute, Frédéric. Nous continuons donc la suite de cette émission. Décidément, vous êtes interrompu et privé de musique, privé des titres musicaux. J'espère que nous arriverons à vous réinviter pour le manuel. Un élément important, intéressant de la démonstration, c'est canonique, ceux qui connaissent bien la pensée de Charles Maurras y reviendront, mais je crois que ça a une actualité toute particulière. En travaillant cet ouvrage, je l'ai envoyé à quelques amis. Vous savez, il y a une efflorescence en ce moment de la redécouverte de la critique de l'État, de son emprise sur le fonctionnement de la vie économique, notamment chez les plus jeunes, sur le poids le fardeau, enfin pas simplement chez les plus jeunes, d'ailleurs chez tous nos compatriotes du fardeau fiscal. Et dans le texte Dictateur et Roi, l'État César, l'État qui administre les vies et pas simplement ce qui serait de son ressort, occupe une place extrêmement importante dans la démonstration maurassienne. Alors, finalement, je faisais la blague en disant, et là on est en 1903 en France, on aurait été en 1899 même, et pas en Argentine sous Javier Milei aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques accointances dans une partie de la démonstration au moins, hein, sans trahir évidemment le reste des divergences. Absolument. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est très frappant. Hein. C'est l'idée que l'État, s'il veut faire bien son boulot, doit doit concentrer effectivement son action sur un très petit nombre de problèmes, hein, sur ce qu'on appelle aujourd'hui de façon de plus en plus fréquente, c'est assez amusant d'ailleurs, les fonctions régaliennes. Autrement dit, celles que lui seul peut faire. Hein, lui seul peut faire, ce qui veut dire que Maurras n'emploie pas le terme dans mon souvenir, hein, en tout cas dans cet ouvrage-là, mais on est en face d'une approche, au fond, de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le subsidiarité, autrement dit, l'État n'est là, avec les pouvoirs considérables qui doivent être les siens pour qu'il puisse jouer ce rôle, il n'est là que subsidiairement, c'est-à-dire en assistance finalement à ce que font les personnes, les groupes, les corps intermédiaires. Là aussi, c'est un terme important chez Maurras. Autrement dit, ce que fait le pays réel, qui a et qui doit avoir sa propre vie,
Voilà. Et l'État n'est là que pour intervenir de manière, au fond, extrêmement limitée, c'est-à-dire, au fond, pour garantir l'ordre public, la justice, un fonctionnement normal de l'économie et de la monnaie, et la sécurité par rapport aux éventuels ennemis extérieurs. Mais voilà, on a quelque chose, on a une approche qui est effectivement qui pourrait nous paraître celle d'un minimalisme étatique, hein, avec, je vous dis, l'idée, moi, quand j'étais jeune militant, j'essayais de réfléchir à une espèce de métaphore, et ici, la métaphore qui me venait, c'est la métaphore de la loupe. Vous voyez, quand on veut effectivement enflammer quelque chose, un petit bout de papier ou une feuille avec une loupe, eh bien, il faut concentrer les rayons du soleil le plus possible. Tant que vous n'avez pas concentré ces rayons du soleil, finalement, vous ne faites rien. Il y a ça, voilà. En revanche, dès que vous les concentrez, vous pouvez effectivement mettre le feu à quelque chose. Ben, c'est un petit peu la vision maurassienne. Et l'idée, donc, c'est que, effectivement, le binôme que j'évoquais tout à l'heure, donc l'autorité en haut, les libertés en bas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est une complémentarité absolument essentielle et qui nous montre, par exemple, à quel point l'approche maurassienne, ce néo-royalisme, est véritablement aux antipodes du fascisme. Euh, le, dans la vision fasciste, l'État fait tout et s'occupe de tout, et à chaque instant. Et vous vous rappelez la fameuse formule de Mussolini, hein, depuis le berceau jusqu'au cercueil. Voilà, la monarchie telle que Maurras l'entend, au contraire, hein, c'est une monarchie qui laisse aux personnes et aux groupes une liberté, au fond, presque totale, dès lors qu'ils ne vont pas formellement à l'encontre des exigences du bien commun. Si bien que Maurras écrit, nous avons un gouvernement républicain et une administration monarchique, le bien public exige que cet ordre paradoxal soit renversé. Autre élément, j'allais dire, important, c'est la volonté dans ce texte de comparer les régimes, de comparer leurs bienfaits, leur fécondité, leur efficacité. Et ce régime, il le décrit comme une volonté de contre-pied de celui que nous subissons. Mais cette méthode comparative, elle est au cœur de la démarche maurassienne, j'allais dire presque de la démarche méthodologique sur un certain nombre de points. Oui, oui, elle est au cœur de sa démarche et notamment au cœur de ce qu'on appelle, de ce qu'il a appelé lui-même l'empirisme organisateur, hein, c'est-à-dire l'idée de voir, au fond, l'empirisme, c'est le fait philosophiquement, le fait de tenir compte de l'expérience, hein, autrement dit, tenir compte de l'expérience du passé et aussi l'expérience de l'étranger, hein, finalement, hein. C'est une espèce de, pour utiliser Ah, on vous a perdu, Frédéric. c'est une sorte de benchmarking général. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ah oui, la réinvitation, Oui. la réinvitation est vraiment compromise. Autrefois, il y avait une petite tirelire à Radio Courtoisie dans laquelle on devait mettre une pièce de monnaie. Mais elle est toujours là, votre prochaine invitation. J'espère que vous verserez votre obol, Frédéric. Absolument. Voilà. Et donc, l'empirisme organisateur, c'est ça. C'est le fait de regarder comment ça se passe concrètement, dans la réalité, de voir si ça se passe bien ou pas bien, et à partir de là, eh bien, d'adapter ce qu'on veut faire à cette réalité concrète, mais qui renvoie, là encore, hein, au modèle d'Auguste Comte, c'est-à-dire à une approche qui est une approche scientifique, hein, rationnelle. On n'est pas monarchiste parce que c'est chouette d'être monarchiste, on est monarchiste parce que euh, on peut démontrer que dans le passé ou ailleurs, ça, pour telle ou telle raison, ça marche mieux que un système républicain ou démocratique, notamment dans lequel eh bien, l'autorité suprême est remise en cause en permanence et dans lequel cette autorité suprême, eh bien, elle ne dispose pas de l'indépendance suffisante, notamment par rapport aux électeurs, pour pouvoir faire ce que éventuellement elle doit faire.
Il nous reste un quart d'heure, Frédéric Roviois, pour parler de Dictateur et Roi, cette nouvelle édition aux éditions de Flore. Et j'aimerais qu'on parle du statut des deux autres textes, si vous le voulez bien, à moins que vous vouliez compléter sur un dernier élément de discussion de Dictateur et Roi que j'aurais omis. Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Enfin, en plus, il ne faut pas totalement déflorer la chose pour que les auditeurs puissent se précipiter ensuite nombreux sur soit à la librairie de Flore, soit dans les librairies qui nous vendent directement, soit sur Amazon. Euh, voilà, on Alors, peut parlons s'arrêter du statut de ce deuxième texte, de l'autorité légitime. C'est un texte qui est sorti le 15 juin 1924 dans la Revue Universelle. Alors, si vous pouvez nous dire deux mots pour les quelques béotiens qui ne connaîtraient pas la Revue Universelle, et nous justifier le choix de cette réédition également. Alors, bon, tout d'abord, il nous reste un quart d'heure, donc effectivement, mais c'est effectivement on va dire la proportion d'importance, hein. En réalité, je pense que on aurait dû faire un truc avec Dictateur et Roi suivi d'eux, mais voilà, parce que il est clair que les deux autres textes sont des textes qui sont euh, intéressants évidemment, hein, mais qui sont beaucoup moins minimes. Euh, littéralement. Donc, on voit que vraiment, si on posait à quelqu'un la question qu'est-ce qu'il faut lire de Maurras, si on va avoir rapidement une idée de ce qu'il pense et de ce qu'est sa construction intellectuelle, voilà, la réponse c'est ça, c'est Dictateur et Roi. Donc, mais prenons tout de même les deux autres textes. Alors, la Revue Universelle, c'est une revue qui avait été créée quelques années plus tôt, qui est donc une revue intellectuelle qui n'est pas strictement maurassienne, Action française, etc., même si elle est au moins co-dirigée par Jacques Bainville, donc l'un des bras droits de Maurras, si j'ose dire, euh, si tant est que le pluriel soit pas un petit peu grotesque. Mais enfin, vous savez, voilà, on explique toujours que à l'Action française, il y a trois personnages déterminants. Il y a le père, c'est Maurras. Il y a le fils, c'est Jacques Bainville, qui est plus jeune que lui. Et il y a le Saint-Esprit, euh, ou le Saint-Mauvais-Esprit d'ailleurs, qui est Léon Daudet, connu pour ses bons mots, sa bedaine, sa violence orale, et pour d'abord, enfin d'une part, être le fils d'Alphonse Daudet, euh, et être l'auteur d'un nombre Et considérable prodigieux enfin voilà, il y a eu et d'ailleurs qui sont encore réédités aujourd'hui, hein. C'est un auteur qui est tout à fait Et finalement, la seule personne que je connaisse qui publie autant que Léon Daudet, c'est vous, Frédéric Roviois. D'autant plus que vous savez que qu'on a réédité aux éditions de Flore toujours un ouvrage de Léon Daudet qui s'appelle Ciel de feu, qui est un roman, une chronique très 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 intéressant. Et je trouvais qu'il s'arrêtait un peu court, et donc j'ai imaginé la suite. Voilà. Bon, autre baliverne pour les lecteurs éventuels. Donc, voilà, il y a le trio Maurras, Bainville, Daudet, et donc c'est Bainville qui va être en charge essentiellement de la revue universelle, ce qui se traduit aussi par une approche un petit peu différente de celle de Maurras. Euh, Bainville est un historien tout à fait remarquable, par ailleurs, hein, il écrit aussi d'autres choses. Euh, et je dirais, à beaucoup d'égards, c'est beaucoup plus il est beaucoup plus modéré, on va dire, à beaucoup d'égards, que Maurras, hum, y compris sur un plan économique d'ailleurs, où il est carrément partisan d'un libéralisme économique tout à fait, voilà, euh, par la lignée de Xavier Millet tout à l'heure, voilà, bon, Barville, c'est quand même un peu ça. Euh, D'ailleurs, il joue en bourse, il explique comment il faut faire pour investir son argent. Enfin voilà, c'est pas du tout euh,
Maurras, lui, ne connaît absolument rien à l'argent, ni à l'économie, ni à quelque chose. Donc, il a une vision de l'économie qui est pas, enfin, qui est pour le coup pas forcément euh, très pertinente ni à son époque, ni a fortiori à la nôtre. Voilà. Et donc, Jacques Bainville, dans cette revue universelle, eh bien, publie d'une part donc c'est une revue classique, hein, comme il y en a pas mal à l'époque, euh, euh, qui ressemble un peu, par exemple, à ce que pouvait être à l'époque la rue des Deux Mondes, hein, qui existe encore aujourd'hui, ou une revue comme Le Débat, hein, qui est créée par le feu Pierre Nora. Donc une revue dans laquelle il y a à la fois, on va dire, des articles, des essais, hein, et éventuellement, et assez souvent dans la revue dans la revue universelle, des textes de fiction, par exemple certains romans qui sont publiés éventuellement par petits fragments dans cette revue universelle. Et voilà, donc c'est un moyen pour les gens de l'Action française euh, qui ne disposent pas d'une véritable revue spécifique donc, à l'époque. C'est un moyen de publier des textes, on va dire, plus longs euh, que ceux qu'ils pourraient publier dans le quotidien, hein, parce que même si on peut effectivement faire fragmenter les choses, voilà, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle Maurras va publier certains de ses textes dans la revue universelle, et notamment ce texte sur l'autorité légitime, euh, autour justement de problématiques juridiques. Bon. Euh, Alors, il y a un passage qui est intéressant sur la pensée maurassienne, puisque c'est assez méconnu de nos auditeurs en pensée politique, c'est la manière de juger de la légitimité d'un gouvernement. Je cite deux passages. Le gouvernement légitime, le bon gouvernement, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire, celui qui le fait bien, celui qui réussit l'œuvre du bien public, pardon. Et plus loin, le gouvernement légitime est le gouvernement qui nous sauve. L'usurpateur illégitime, le gouvernement qui nous perd. C'est bien, c'est assez classique, hein, vous allez me dire, vous devez voir ça avec vos étudiants toute la journée, Frédéric Rouvillois, mais c'est pointant l'origine du gouvernement, qui est le critère de jugement là chez Maurras, c'est surtout sa finalité. Absolument. En fait, c'est l'idée que, enfin, un peu, si on prend un petit peu de champ, on peut dire que voilà, il y a deux façons de concevoir la légitimité, hein, d'un pouvoir. Soit on considère son origine, d'où elle vient, c'est une approche, on va dire, a priori. Soit on considère ce qu'elle fait. C'est une approche a posteriori. Euh, la vision démocratique, par exemple, mais aussi chez le droit divin, c'est une légitimité a priori. Le roi est légitime parce qu'il est l'élu de Dieu. Le chef de l'État ou le Parlement est légitime parce qu'il est l'élu du peuple. Donc voilà. Et au fond, quoi que fasse le roi, dans cette vision des choses, ou quoi que fasse le peuple et le représentant, au fond, eh ben, il dispose de cette légitimité. Voilà, on va pas plus loin. Et il y a à côté de ça une approche effectivement qui est beaucoup plus, enfin qui est en un sens, on pourrait dire plus moderne par rapport à la monarchie en tout cas, euh, et plus conforme également à la démarche rationnelle et scientifique de Maurras, c'est de considérer la légitimité en fonction de ce que réussit à faire le pouvoir. Euh, Autrement dit, dans cette hypothèse-là, le critère de légitimité, c'est pas d'où vient le pouvoir, c'est ce qu'il peut faire, ce qu'il réussit à faire. Euh, un pouvoir qui réussit à assurer ce qu'on appelle, c'est un peu vague d'ailleurs, mais bon, ce qu'on appelle le bien commun, eh bien, est un pouvoir légitime. Euh, Inversement, un pouvoir qui n'y parvient pas, eh bien, on peut considérer qu'il n'est pas légitime parce il ne parvient pas à faire ce pourquoi le pouvoir politique euh, mérite d'être là, si j'ose dire. Et
est intéressant aussi, c'est que cette approche de cette définition maurassienne, euh, c'est au fond quasiment celle qu'on trouve chez Aristote, hein, dans la politique, où Aristote distingue ce qu'il appelle les gouvernements purs et les gouvernements corrompus. Un gouvernement pur, c'est un gouvernement qui travaille et qui réussit à assurer le bien commun. Euh, à l'inverse, un gouvernement corrompu, que ce soit celui d'une personne, on appelle ça le despotisme, de quelques personnes, on appelle ça l'oligarchie, ou de la totalité de la société, on appelle ça la démagogie. Un régime corrompu, c'est un régime qui travaille non pas pour le bien commun de la société, mais pour le bien de ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Et à partir de là, donc, on a effectivement Maurras, si vous voulez, sur ce type de problématique, ne prétend absolument pas innover ou inventer des choses. Hein, c'est pas son, mais essayer d'utiliser, de synthétiser, comme je vous dis au tout début de cette émission, de synthétiser au fond un certain nombre d'éléments qui sont des éléments, voilà, de la tradition contre-révolutionnaire, mais aussi de la tradition philosophique classique, hein, celle notamment de saint Thomas, de Platon un petit peu, et d'Aristote, pour arriver donc à cette synthèse qu'il propose et qui est la sienne. Et donc voilà. Mais cette approche de la légitimité, c'est une approche qui est effectivement, au fond, extrêmement intéressante, parce que, je veux dire, tout est dit, hein, tout est dit. On a avec ça un critère pertinent de ce que peut être un régime légitime. Mais ce qui est assez intéressant, on pourra en reparler par la suite, hein, c'est que au fond, l'approche gaullienne de la légitimité, notamment la définition que va en donner De Gaulle dans le célèbre discours de Bayeux, hein, en juin 1946, elle est très largement liée à ça. C'est-à-dire que, De Gaulle rajoute effectivement la question du consentement du peuple, mais le consentement, il vient après. Et il est clair que le peuple ne consent que si le régime fait correctement son boulot. Autrement dit, s'il parvient à faire à réaliser le bien commun. Je pense que c'est l'une des traces, si vous voulez, de l'influence de Maurras et de ces textes-là sur le général de Gaulle. Et j'y vois une correspondance, il nous reste 3 minutes, vous me direz ce que vous en pensez, avec une citation que je fais du dernier texte, Comment je suis devenu royaliste, Frédéric Rouvillois, puisqu'il y a encore cette question de la fin, mais cette fois-ci pas la fin d'un régime, la fin l'objectif d'une existence humaine. Voici ce que Charles Maurras dit: la liberté n'est pas au commencement, mais elle est à la fin. Elle n'est pas à la racine, mais aux fleurs et aux fruits de la nature humaine, ou pour dire mieux, de la vertu humaine. Alors ça, pour le coup, c'est profondément anti-moderne, là. Oui, c'est profondément anti-moderne, mais évidemment, c'est profondément en consonance avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec les deux textes précédents. Hein, c'est-à-dire qu'un régime légitime, c'est un régime qui fait le bien commun et donc qui va permettre, au fond, à ces libertés de fleurir. Ce qui n'est pas le cas d'un système politique qui, effectivement, allant tout de travers et ne parvenant pas à faire ce bien commun, ne met pas en place les conditions de la liberté. De même, ça fait écho effectivement à ce qui se figurait dans Dictateur et Roi, c'est-à-dire voilà, l'idée que s'il faut que l'autorité soit en haut, une autorité réelle, forte, continue, constante, eh bien, c'est pour permettre les libertés en bas. Un grand merci Frédéric Rouvillois de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui est réédité aux éditions de Flore, Dictateur et Roi, suivi de l'autorité légitime et de comment je suis devenu royaliste. On vous remercie et donc on vous dit un quand pour la prochaine émission. Ce manuel est censé sortir incessamment ? Incessamment. Écoutez, là, je pense que les vacances vont arriver, mais à la rentrée de septembre, nous serons là avec le petit ouvrage qui coûtera également 10 euros. Eh bien, rendez-vous et prix économisé 10 euros jusqu'à septembre. On se retrouvera. Je remercie Claudia à la technique et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats.